Pierre Collier, Sabine-le-Lac, le 19, Ouais, on va dire 19. 19 février. Pierre, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir à Savine-le-Lac pour ce 20e épisode de la série des portraits montagnards. Alors, portraits montagnards, il se passe dans les Hautes-Alpes, on est tous des montagnards. Même si la montagne t'a adopté, ou je ne sais pas si c'est toi qui as adopté la montagne ou le contraire, mais on sait que rien qu'à ton accent, tu n'es pas un natif de Savine-le-Lac. Mais traditionnellement, pour commencer nos conversations, eh bien, on répond à une question inattendue, celle du précédent portraitisé, qui s'adresse au suivant sans savoir à qui il s'adresse. Mais je pense que c'est quelqu'un que tu connais. Est-ce que pour toi, Oui. le survol de tous ces hélicoptères de la gendarmerie, de la sécurité civile, du SAMU sont une contrainte, une grosse nuisance? Voilà. Est-ce que tu peux aborder ce sujet par curiosité? Je connais très bien Eric, le chef de base de la section aérienne de la gendarmerie, qui est un ami. Et j'ai souvent recours à lui quand la situation est compliquée. On voit arriver Eric et ses équipes qui sont les transporteurs des unités spécialisées ou des médecins urgentistes. Alors, la question, est-ce que ça me dérange? Pas du tout. Je le disais en préambule. Euh, on, les moyens aériens, rappelons-nous je pense qu'ils ont été créés à l'époque d'un drame qui avait eu lieu à Chamonix, où deux alpinistes étaient restés coincés des jours et des jours. Et c'est de là qu'est venu le secours aérien au moyen d'hélicoptères. Voilà, mais en tout état de cause, ce sont les sauveteurs de la montagne, en haute montagne, mais également dans nos contrées qui sont quand même parfois difficiles d'accès, avec des délais d'intervention compliqués. On est très content de voir arriver le médecin à bord de l'hélicoptère pour assurer tout de suite une médicalisation des victimes. Donc, Eric étant un ami, l'hélicoptère un ami aussi, donc pas de souci avec le bruit de l'hélico. Alors, pas de souci du tout avec le bruit de l'hélicoptère. Au contraire, je crois que tous les Briançonnais regardent dès qu'ils entendent du bruit. Et je ne connais pas un Briançonnais qui dirait du mal quand il entend le bruit de l'hélicoptère qui vient se poser à l'hôpital pour déposer une victime, puisque je viens de voir que au moins maintenant, ça va être un peu réduit, puisqu'il va y avoir une garde médecin directement à la DZ. Ça va permettre de réduire un peu le bruit si certains avaient l'idée de dire que ça faisait trop de bruit. Donc, le bruit des secours, c'est aussi les camions de pompiers. Et ça, on en a plus souvent que de l'hélicoptère. Bon, la sirène des pompiers, c'est quand même fondamental pour circuler dans un département très fréquenté. Oui, oui, alors l'été, c'est clair que la sirène, il faut la mettre presque de la sortie de la caserne jusqu'au lieu d'intervention, parce que nos routes sont très très surchargées de, 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 donc de flux de voitures et dû forcément au tourisme. Voilà, c'est clair qu'ils doivent. Mais encore une fois, nous, on a mis des consignes à nos personnels. On ne met pas le pimpon pour aller faire un nid de guêpe. On met pas le pimpon pour aller faire un assèchement de local ou autre. Le pimpon doit être quand même pour des urgences graves. Alors, urgence, pompiers, on revient un petit peu en arrière, puisque, bon, moi, je t'ai rencontré la première fois, tu débarquais du nord de la France, avec un accent que tu n'as pas forcément complètement perdu, jeune lieutenant à Briançon. Mais si on remonte encore à l'enfance, est-ce que la carrière pompier, c'était un rêve d'enfant? Alors, je, je pense qu'au début, je voulais être en tenue. Je ne sais pas pourquoi, parce que mon père était un artisan matelassier tapissier.
Voilà, et je crois qu'il avait fait la guerre d'Algérie, il avait terminé première classe, donc vous voyez, c'était pas un militaire. Mais je vais être en tenue. À un moment, je vais regarder pour faire éventuellement officier de gendarmerie. Bon, peut-être. Mais mon père étant pompier volontaire, j'ai baigné là-dedans très très jeune. Je peux même te dire maintenant qu'à 12 ans, j'étais déjà à la caserne, à laver les véhicules, tout ça. Très rapidement, presque, je prenais les appels puisque le chef n'était pas là, ou je répondais à la radio, ce qui faisait des rires bizarres, une voix d'enfant, mais bon, c'était les années 80. Hein, et, et, euh, et il y a quelque chose qui est très important, le jour de mes 16 ans, hein, puisqu'on peut rentrer comme volontaire à 16 ans, je me rappellerai toute ma vie, je suis descendu, ma mère, bon anniversaire, maman, j'ai pas le temps, je reviens, j'ai enfourché mon vélo et je suis allé sonner à la porte du chef de la caserne et en lui disant bonjour, ça y est, j'ai 16 ans, où je signe. Voilà. C'était l'âge et donc il m'a dit descends au garage, c'était l'expression de là-haut, hein, le garage, et je l'ai attendu pour signer mon premier engagement de pompier volontaire. Et ça s'est plus arrêté depuis. Ça s'est plus arrêté, oui. Et comment est-ce qu'on a passé après de pompier volontaire à professionnel? C'est la logique des choses ou parce que tous les volontaires ne Non. deviennent pas professionnels? Alors, donc moi, j'ai commencé comme je le disais à l'instant, à 16 ans. Donc à l'époque, je faisais également une formation. J'étais écolier ou lycéen, pardon, lycéen, et donc j'ai passé le bac. Et c'est l'année du bac où j'ai regardé, où j'ai découvert, hein, parce que je n'avais pas trop fait, hein, dans les années 85, c'était encore les pros, les volontaires, tout ça, c'était encore un petit peu flou pour beaucoup. Donc j'ai découvert qu'il existait des instituts universitaires, excusez-moi, de technologie, option hygiène et sécurité, qui vous préparaient au concours d'officier. Donc, j'ai donc postulé, il y en avait 5 à l'époque, j'ai postulé à 5 IUT, hein, et donc sur dossier, et tout en passant, passant le bac. Hein, et donc, dès que j'ai eu mon baccalauréat, j'ai attendu début juillet la réponse et j'ai été pris à Bordeaux, Talence. Quand vous êtes du Nord, être retenu à Bordeaux, c'était comme ça. Il y avait un IUT à Saint-Denis, mais je devais être pas très bon, donc j'ai fait la route. Le Nord, Bordeaux, je pourrais peut-être en parler tout à l'heure dans une anecdote, mais j'étais quand même très attaché à mon Nord et je revenais presque toutes les semaines. Voilà. Tu parles d'anecdotes tout de suite, allons-y. Et ben voilà, c'est ça. Je crois que mes copains avaient calculé à la fin des 2 ans d'IUT, j'avais fait 2 fois le tour du monde en train, parce que forcément, je voulais rentrer dans mon petit village. C'était comme ça, je rentrais dans mon petit village, et bien sûr, prendre les gardes, assurer les missions durant le week-end et repartir le dimanche soir en train. Voilà. On ne parlait pas de formation d'alternance, mais c'était vraiment une alternance. Ah oui, c'était une alternance. Oui. Et donc, dans un village du Nord, une petite caserne, forcément. Alors oui, c'était un petit village, donc 1500 habitants. On donne son nom, ce village? Pernes en Artois. Voilà, comme je l'ai dit, mon papa était pompier volontaire, donc on faisait beaucoup d'interventions ensemble, hein, et avec le chef de caserne, c'était vraiment les tout débuts. On était Très familial aussi. C'était pas très familial là, le chef, mais oui familial dans l'état d'esprit. Mais j'étais seul avec mon père, hein, comme pompier de la famille. Hein, il n'y avait pas des grandes familles comme on peut retrouver ici. Oui. Là, à la Grave, il y a les pics. À Névache. À Névache, il y a les monnaies. Dans le Queyras, il y a aussi des monnaies. Non, là, on était 2, mais ouais, c'était aussi très familial. Le chef de caserne était d'ailleurs, ça a toujours été un petit peu mon mentor. Et, euh, et je suis allé le rencontrer il y a quelque temps. Malheureusement, il est décédé depuis lors à la maison de retraite. Et sa fille qui m'avait dit viens voir papa. Quand je suis arrivé, j'ai appelé mon lieutenant. Il était presque gêné. Ah ben non, faut pas. Je l'ai toujours appelé mon lieutenant et voilà, c'était comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup appris. Alors, l'IUT, on arrive à la fin diplômé.
Oui, diplômé de l'IUT. Donc de là, on passe le concours donc, de sous-lieutenant de sapeurs-pompiers que j'obtiens. Mais là, Et, directement professionnel oui, ou... oui, sous-lieutenant professionnel. Voilà. Et donc de là, après, je fais l'armée. Donc l'armée, je l'ai fait aux pompiers de Paris, mais détaché à la sécurité civile. Les pompiers de Paris avaient un détachement de sécurité civile à Nogent-le-Rotrou. Donc je fais 2 mois de classe aux pompiers de Paris. Après, je pars à Nogent-le-Rotrou, dans l'Eure-et-Loire, pour les gens qui ne connaîtraient pas. D'ailleurs, on l'appelait Nogent-le-Gros-Trou, hein. Mais c'était comme ça. Et donc, c'est ce qui m'a donné un petit peu cette passion du feu de forêt. Voilà. Et voilà, lorsque donc il a fallu à peu près, il a fallu que je mute, j'ai regardé un petit peu les départements du sud-est parce que j'avais fait des feux en Corse, bien sûr sur Marseille, hein, c'était en 86 et 1986. Donc voilà, c'est ce qui m'avait donné un peu cette envie du feu de forêt. Mais parce que quand on parle pompier de Paris, on n'imagine pas feu de forêt. Et oui, c'était à l'époque un détachement. Et, ils ne faisaient que ça. Et peu de temps après, donc les pompiers de Paris se sont séparés de cette unité qui est devenue une unité d'intervention de la sécurité civile numéro 1. Hein, il y en a une à Brignoles, hein, elle est beaucoup plus connue, Brignoles. Et il n'y a pas longtemps, donc le ministère de l'Intérieur a créé une unité suite au feu de 2022 en Gironde. Du côté donc à l'est donc de la Gironde, je me rappelle plus le nom de cette ville. Alors, tu viens directement à Briançon en sortant de l'armée ou pas? Alors non, non, comme je l'ai dit, hein, nordiste, je, je réponds donc il y a un avis de vacances pour un poste d'officier à Bapaume. Alors Oh, bah, Bob. Bapaume, c'est une ville de 4000 habitants qui est sur sur le long de l'autoroute A1, donc entre Lille et Paris, à la limite avec la Somme. Et c'était le seul poste à l'époque. Et peut-être l'envie de rester au pays fait que ben, j'ai postulé. C'était un centre qui avait des difficultés. C'est pour ça qu'ils avaient mis un officier professionnel, mais j'avais 22 ans. Donc 22 ans, c'est peut-être, on va dire, un petit peu jeune, mais bon, donc j'assume, donc tout en faisant ma formation pour être titularisé, j'assume donc cette fonction d'abord d'adjoint puis de chef de centre. Et puis elle est en 1991, donc 4 ans après, un peu plus. Je pense que c'était à peu près le temps que je m'étais fixé aussi. J'ai décidé de postuler autre part en France, parce que j'ai peut-être compris, il y a un adage qui dit on n'est jamais prophète en son pays. Et à l'époque, il y avait très très peu d'officiers professionnels, comme je l'ai dit, hein, c'était quelque chose qui n'était pas très connu. Les quelques officiers professionnels, c'était des gens qui étaient montés de la base. Les jeunes officiers sortis de l'école, il y en avait très très peu, donc c'était pas facile. Les gens préféraient me voir un peu comme l'ancien petit volontaire de Perne en Artois. Alors, ça devait arranger un peu. Et puis moi, peut-être avec la fougue, des fois, j'ai pas été toujours peut-être Plus à, diplomate. à la hauteur. Hein. Je crois qu'on parle de diplomatie, c'est vrai que même à mon âge, des fois, j'ai encore un peu du mal. Voilà. Mais voilà, donc c'est pour ça que je postule. D'abord dans le Gers. Alors, le Gers sur un poste, donc là je finis Poulidor, bon, le deuxième, et en même temps se crée un poste dans les Hautes-Alpes. Alors pourquoi le Gers et Hautes-Alpes? Vous comprenez bien, c'est des petits départements, et, et je voulais arriver dans un petit département euh, parce que, bon, moi, en sortant du Pas-de-Calais, c'était un département qui était assez particulier. Vous aviez la zone rurale, hein, où j'étais, et vous aviez tout le secteur minier, hein, un peu plus riche, et il y avait, comme nous étions les corps de pompiers dépendaient directement des mairies ou des syndicats intercommunaux, hein, c'était un peu, le financement était de là, ben, il y avait une très très grande disparité. Hein, il y avait une très grande disparité même dans le traitement.
des centres. Voilà, vous étiez un petit centre rural, et c'était comme ça. Et puis, Mais en bordure de l'autoroute, il devait y avoir beaucoup alors, d'interventions il y avait routières beaucoup aussi. d'interventions routières, mais c'était quand même très rural. Bapaume, je crois que le centre de Bapaume couvrait 50 communes, un tiers j'allais dire un tiers des communes du département des Hautes-Alpes, à peu près 50 communes, mais ça faisait 20 000 habitants. Voilà, donc, et il y avait le secteur autoroutier qui était, oui, il y avait, donc, sur ce poste-là, j'ai malheureusement pu faire deux plans rouges. Plan rouge, à l'époque ça s'appelait comme ça, plan rouge autoroutier, parce que dans le Nord, et vous le savez bien, c'est le brouillard, et avec le brouillard, vous rajoutez le verglas au sol. Donc ça fait les deux ingrédients où vous êtes quasiment sûr, quand les deux s'y mettent, que vous allez faire un grave accident. Donc alors, du nord Alors, du au Nord, sud-est. j'arrive. Alors, je réponds donc à la vie de vacances sur les Hautes-Alpes. Et, je me présente, hein, bien sûr, il y a une présentation. Et très rapidement, le directeur de l'époque me présente Briançon, tout. Mais je découvre quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'est que bien que c'était un tout petit département, il y avait, je crois, 3 officiers professionnels. Hein, si je venais, ça faisait 4. Il y Ah, avait sur l'ensemble du du département. département, oui, il y avait le directeur adjoint, le chef de centre de Gap, et moi-même. Et lorsque j'ai surtout découvert une organisation et un pragmatisme qu'il n'y avait pas là-haut dans le Pas-de-Calais. Par exemple, je découvre un CODIS, un centre opérationnel. Donc le premier CODIS, ils avaient créé avec Georges Chabat, hein, qui était à l'époque le président du SDIS. Ils avaient déjà réussi à créer un CODIS qu'il n'y avait nulle part ailleurs. Ah, c'était une première. Ah oui, c'était une première. D'ailleurs, l'expérience, j'ai appris par la suite que l'expérience des Hautes-Alpes avait été reprise dans un texte réglementaire d'organisation des services d'incendie et de secours. Ah Voilà. oui. Donc, vous voyez, il y avait des choses, du pragmatisme. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. Hein. Les casernes avaient quand même, quasiment toutes les casernes avaient encore dans leur garage un Dodge. Opérationnel, hein, un Dodge ou un véhicule donc militaire de la Seconde Guerre mondiale, parce que voilà, il y avait quand même pas trop de moyens financiers, mais il y avait du pragmatisme. Et ça Une volonté de. m'a plu en me disant, mais il y a plein de choses à faire, ouais, tout en étant pragmatique. Et puis, j'ai aussi découvert, on pourra en reparler tout à l'heure dans l'entretien, des gens formidables. Formidables qui étaient vraiment là, qui avaient la passion du travail. Le directeur de l'époque était un acharné de travail, passionné. Hein, il s'appelait le colonel Patrick Blais. Hein, il y avait pas le capitaine Blanc et le commandant Ventre. Si certains d'entre vous hein, se rappelleront hein, de ces personnes, voilà, c'était eux qui ont commencé à construire le SDIS des Hautes-Alpes actuellement. Alors, à Briançon, tu arrives comme lieutenant ou sous-lieutenant Lieutenant. Professionnel dans une caserne qui est que constituée de volontaires. Comment ça se passe? Alors, quand j'arrive Surtout en venant de l'extérieur. Oui, quand j'arrive, et qu'on a 26 ans, et la fougue de ces 26 ans. En fait, le corps de Briançon est au tout début déjà de la départementalisation. Hein. La départementalisation, elle a été mise en place, comme je vous expliquais, beaucoup de corps étaient gérés par des communes ou des syndicats de communes, et les Hautes-Alpes, avant même qu'une loi instaure l'obligation de départementaliser les services de secours, les Hautes-Alpes, précurseurs, avaient déjà commencé à départementaliser les deux gros centres, hein, Gap et Briançon. Et quand moi j'arrive, déjà ça aussi, ça me plaît, c'est une des choses qui me plaît bien. On dit, tonnerre, départementalisation, donc tout géré par le département. Hein, et donc on venait également sur Briançon de mettre en place les pompiers professionnels. Donc c'est vrai que c'était un chamboulement complet. On sortait d'une organisation totalement volontaire, hein, sous les ordres de Jean-Mi Buffomène, hein, le capitaine Buffomène, qui était
qui était un pompier volontaire. Hein. Jamy était peintre en bâtiment, pareil pour les anciens. Et donc on voyait arriver un jeune de 26 ans, du Nord en plus, qui savait pas skier. Donc oui, c'était un peu compliqué. Un extraterrestre qui arrive, quoi. Oui, 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 oui. C'était en prévention. Je sais qu'en prévention, je devais aussi faire des commissions de sécurité dans les ERP. Je pense que j'ai donné quelques sueurs froides à certains exploitants, mais voilà, à l'époque, les textes permettaient d'être un peu plus souples. Et donc, alors là, le corps professionnel de Briançon va se développer progressivement. Est-ce que ça commence à ce moment-là? Alors, non, le Briançon, donc, quand moi je prends le commandement, donc en juillet 91, hein, le 1er juillet 91, il y a 9 pompiers professionnels et je quitterai le corps presque 25 ans après. En tout, il y a 14 professionnels. Donc voilà, il y a eu une augmentation due aux 35 heures, due à une augmentation aussi de les 35 heures qui ont favorisé le recrutement pour arriver à tenir les effectifs. Mais voilà, globalement, et par contre, une bonne équipe de volontaires. Là aussi, on va dire qu'au bout de 25 ans, quasiment tous les effectifs, j'avais recruté à peu près tous les effectifs à 2 ou 3 personnels près, hein, qui avaient été recrutés avant que j'arrive. C'est vrai qu'il y a un grand chamboulement. On crée par exemple la première section des jeunes sapeurs-pompiers aussi, hein, parce que je sentais bien qu'il fallait qu'on amène de la jeunesse, et donc les sections de jeunes. Mais c'était super bien. Parce que même si la chape était pas très. Ça donnait pas trop envie, mais il y avait une âme. C'est l'âme de la chape. Ouais. Alors justement, puisqu'on parle de la Chape, c'était là où il y avait le garage des pompiers, les bureaux, et quelques années après, une belle caserne a été construite, et quelques années plus tard, la Chape a brûlé. Oui, c'était l'un de mes plus. Alors, je classe un peu, je ne devrais pas le dire, mais je classe un petit peu les événements pour lesquels je suis intervenu un peu euh, en gravité. Oui. Et la Chape est parmi le top 3. Le top 3 en termes d'ampleur, et puis c'était impressionnant. Vous aviez un hectare de plancher, hein, puisque la Chape c'était 3300 mètres carrés, hein, sur 3 niveaux, un hectare de plancher en feu, en pleine nuit, une propagation un petit peu derrière, hein, sur la forêt derrière, les voitures qui étaient quand même à 20 mètres, qui commencent un petit peu à chauffer, mais cette chapelle brûle. Alors si je me rappelle bien, en octobre, je vais vous dire 2014. Voilà, celle-là aussi, peut-être ma mémoire flanchera. Alors, je ne devrais pas le dire, hein, mais je devrais pas te le dire, mais parce que ce feu, on se l'était refait, refait, hein, au tableau avec mon adjoint, parce qu'on a eu plusieurs sonnettes d'alarme, plusieurs départs de feu dans les années précédentes, des petits départs de feu. Et avec mon adjoint, un jour, on s'est dit, tôt ou tard, ça va dégénérer, et là, ça sera terrible. Donc, quasiment, quand on a installé le poste de commandement, on s'est regardés tous les deux, et je dis, bon, on fait comme on a dit. On a déployé toute l'organisation qu'on avait réfléchi ensemble sur ce feu. En appelant beaucoup de centres à la rescousse, parce qu'il n'y a pas que Briançon qui est Ah oui, intervenu. oui, oui. Ça a été l'avantage de la départementalisation. C'est que grâce à la départementalisation, les centres de secours, les casernes de pompiers se mélangent. Avant, vous aviez, comme je disais, vous étiez encore communal, vous aviez le chef qui commandait, et c'était très très rare qu'il demandait des renforts. Ça, on faisait avec les moyens qu'on avait. C'était une gestion comme ça, très locale. Que grâce au CODIS, la mise en place donc, de ce CODIS, hein, qui est là aussi pour prendre les alertes, mais engager les bons moyens, très rapidement, on a des moyens qui arrivent de partout, parce qu'on ne peut pas non plus vider la caserne, même s'il y a le feu, parce qu'elle doit continuer à pouvoir assurer des secours, même pendant le feu. Donc, des fois, on fait venir d'un peu plus loin pour que la caserne elle-même puisse continuer à assurer ses secours. Ça, c'est une organisation, mais qui est quand même très très bien, qui a montré toutes ses preuves, parce que sur les feux de forêt, vous voyez, on ne peut pas vider
tout un secteur lorsqu'il y a un feu de forêt. Donc des fois, les engins arrivent de plus loin, ou alors on fait des recouvertures, c'est-à-dire que on prend des engins d'autre part, on les repositionne dans les casernes. Et donc la chape, là aussi, je crois qu'on était monté au plus fort à 80 sapeurs-pompiers. Ouais, ça fait du monde, hein. Ça fait du monde, oui, mais c'est très bien. Là encore, tous nos officiers font des formations, ce qu'on appelle de gestion opérationnelle et de commandement. Donc cette formation-là, elle est issue du monde militaire, hein, et adaptée chez les sapeurs-pompiers, mais 80, c'est pas grand-chose. Sur les feux de l'Argentière ou des Vignaux, on était à peu près 200. Sur les terribles inondations du Guiers 3 au mois de décembre 2023, on était presque 250 en comptant les renforts, hein, d'autres départements, de la sécurité civile. Donc il faut vraiment une gestion opérationnelle un peu digne des militaires. Donc on a pris le meilleur. On dit les soldats du feu, hein. Voilà, on a pris vraiment l'organisation qui est très très bien faite pour assurer le commandement de toutes ces unités. Alors moi, le souvenir que j'ai de l'incendie de la Chape, c'est réveil au milieu de la nuit, et puis arriver et voir le chef des pompiers avec un peu d'émotion de voir son ancien bureau brûlé, quoi. Et oui, c'est vrai, voir la caserne des pompiers brûlée. Alors, il y a le bureau qui a brûlé, mais par contre, les garages, on voit quand même que la Chape, il y avait quand même une architecture. Hormis ce coin bureau, vous aviez donc tous les garages, il y a eu très très peu d'eau, alors qu'on en avait mis au-dessus, sur les étages au-dessus. Il y a eu, puisque pour celles et ceux qui se rappellent, c'était voûté, si tu te rappelles. Hein, Alain Bérou voulait d'ailleurs à l'époque faire un marché couvert. J'avais entendu parler, Ouais. ils étaient venus mesurer pour faire leur marché couvert, soit fait de très jolis marchés couverts. Hein, mais on a eu très très peu d'eau dans les remises, alors qu'il y a l'eau, mais également tout ce qui s'est effondré dessus, et ça a tenu. On peut y aller, je pense que ça serait encore pareil. Donc il y a eu quelques flaques d'eau et c'est tout, mais le bureau avait brûlé. Là, il était c'est plus embêtant. Voilà, un souvenir. Bon, la question alimentation en eau, avec la Durance à côté, il n'y avait pas trop de soucis. Ah non, 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 c'était d'ailleurs dans notre plan d'intervention. On savait les moyens qu'on demandait en renfort. On avait tout. Mais ça encore, nous n'étions pas là cette nuit-là. Alors, voilà. Alors, bon, on parle de ce top 3. Ton souvenir le plus difficile de ton existence de sapeur-pompier? Alors, dès que vous avez des interventions qui touchent des jeunes ou des enfants, c'est terrible. C'est terrible pour vous, hein, c'est terrible pour vos personnels. Hein, ça, c'est terrible. Je crois que ça vous marque. Ça vous marque parce que les morts d'enfants ou de jeunes, hein, j'ai en mémoire un très grave accident, je pense que les Briançonnais l'ont également, hein, il y a, je crois, eu 4 morts, si je me rappelle, 4 jeunes de la vallée de Serre-Chevalier. Voilà, et ça, on met du temps à s'en remettre, hein, et pour d'autres, on met du temps à s'en remettre. Et pour vous dire, il y a d'autres accidents. Par exemple, j'étais sur un accident un jour, mais involontairement, puisque je remontais sur Briançon, quand je vois des voitures arrêtées, des warnings, je m'arrête en disant qu'il doit y avoir un petit truc, et là tout de suite une personne qui est au téléphone dit: ah ben vos collègues sont déjà là, il était en train de faire le 18. Et c'était donc un accident, et il y avait un bébé qui était impliqué. Voilà. Et ce jour-là, tout à l'heure on en parlait, j'étais content de voir arriver Eric avec son hélicoptère et les médecins. J'étais très très content. Parce qu'on a tendance à dire, quand on fait du secours, il faut arriver à se blinder, mais c'est pas toujours possible. Non, par contre, maintenant on a beaucoup de possibilités. On a une unité de psychologues au niveau du SDIS, hein, des gens qui sont aussi volontaires, hein, psychiatres ou psychologues volontaires, et qu'on peut activer dès qu'on le sent, qu'on sent qu'il y a un besoin. Pour cet accident, je vous disais, on a fait venir tout de suite ce petit groupe de psychologues. Et dans les 2 jours, 3 jours qui ont suivi, on a pu débriefer. Et il y a une chose que je retiens de ces débriefings: il ne faut pas croire que c'est ceux qui ont l'air d'être costauds, qui sont qui a rien à craindre. J'ai vu
de mes yeux, alors que j'avais dit au psychologue, oh, bah, lui c'est un costaud, il n'y a pas de problème. J'ai vu des gens s'effondrer lors de ce débriefing, alors que je les avais mis costauds, peur de rien. Voilà, je crois que dans ce domaine-là, du retour d'expérience et en termes de ressenti des personnels, laissons faire Les les professionnels. spécialistes. Ouais. Ouais. Parce que justement, quand un gros accident, on parle tout de suite d'activation d'une cellule psychologique, mais pas forcément que pour les victimes. Donc. Ah non, non. Alors vous avez une. Tu as, j'y tue, mais tu as une CUM, ce qu'on appelle la CUMP, sa cellule d'urgence médico-psychologique, qui est une CUP hospitalière, qui est gérée par le SAMU, et qui, voilà, ça c'est plus pour les témoins, voilà, Les gens proches, quoi. les gens proches qui ont vécu, mais qui ne sont pas savants-pieds. Et nous, on a notre propre service avec des jolis psychologues, hein, mais qui sont statut pompier, voilà, pour nous. Voilà. Donc, qui ont une connaissance Voilà, aussi du monde pompier. du monde pompier. Voilà, du monde pompier. Qui est un monde, on va dire que c'est un monde à part, le monde des pompiers. Non, moi j'ai dit toujours, les pompiers, c'est une micro-société. Voilà. Micro... Pour moi, c'est une micro-société. Alors certes, on a tous le même objectif, hein, mais non, non, c'est pas un monde à part. Hein. Je ne crois pas. Nos pompiers volontaires sont pas des gens à part. Je vais te reprendre une expression que j'avais dû récupérer. Je parle beaucoup avec des expressions, soit ce que j'appelle à la collier, ou alors des choses. Les pompiers sont des gens ordinaires, donc hommes et femmes, hein, mais qui ensemble, font des actions extraordinaires. Mais sinon, ce sont des gens ordinaires. Hein, le dernier gros feu d'Embrun, j'ai vu des choses formidables. Hein, et c'est là que je dis, des gens ordinaires, mais par contre, dès que vous êtes en groupe, on fait des actions extraordinaires. Ils font des actions extraordinaires. Donc des gens ordinaires, ça veut dire que... Comme toi et moi. Je ne t'ai pas encore demandé d'être pompier volontaire parce que bien souvent les gens me disent, de toute façon, dès qu'on parle avec Collier, il veut nous embaucher comme volontaire. Je crois que j'ai plus tout à fait l'âge. Il n'y a pas d'âge, je ne crois pas. On peut être pompier jusqu'à, je peux même te dire, 55 ans. Tu les avais dépassés ou pas? De 12 ans de plus. Ah, bah 12 ans, oula. Oui. Ouais. Ah, ben là, c'est l'âge de la retraite. 67 ans, c'est l'âge de la retraite chez les volontaires. Et parce que donc tout ce qui se passe dans la société va se passer aussi chez les gens. Donc c'est-à-dire l'évolution de l'état d'esprit de la société doit se retrouver donc. Complètement. Là, je te rejoins tout à fait. Ce qui n'est pas facile. Hein, ce qui n'est pas facile. Nous avons vécu et tous, hein, toute la société a vécu le Covid. Et on a eu forcément des retours. L'après-Covid a été terrible pour nos chefs de caserne. Ça a été terrible, il fallait relancer la machine, relancer les gens, parce que il a fallu relancer les machines, ça a été très compliqué. Les activités avaient continué quand même. Alors l'aspect opérationnel, uniquement les gens ne venaient venir en caserne que pour l'aspect opérationnel. Nous n'avions plus le droit de faire de formation, plus le droit de nous réunir. Allez, dans chaque caserne, vous aviez les gens qui passaient le soir et tout. On avait ordre donc les casernes étaient fermées. Ne venaient en caserne que ceux qui devaient partir en intervention. Ça a été compliqué de relancer. Et moi, je tire mon chapeau, hein, je te l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé dans d'autres. Je tire mon chapeau à nos chefs de caserne qui ont dû remettre la machine. Et puis bon, on parle d'une organisation militaire. Dans la société, tout ce qui est militaire, d'obéissance, ça tire un petit peu. Est-ce que chez les pompiers, on connaît la même chose? Je ne sais pas si ça tire ce que tu dis. Moi j'ai vraiment le sentiment que on a besoin tous d'un cadre. Et je reste persuadé alors, soit ce cadre, les gens ils l'ont le besoin de savoir où on va. Au moins chez nos volontaires, on leur fixe un cadre. Voilà. Mais comme c'est des pompiers volontaires, ils prennent ou ils prennent pas. Mais on n'a pas dans ce département de baisse d'effectifs. On n'a pas de baisse d'effectifs. Par contre,
on a des difficultés en journée uniquement, mais ça, parce que les gars travaillent, donc, mais ça, on travaille avec le SDIS pour faire des conventions ou autre. Maintenant, l'aspect, je vais te donner un exemple. Il y a des casernes, c'était les Sainte-Barbe. Tu as assisté beaucoup à les Sainte-Barbe. Il y a des casernes qui, voilà, traditionnellement, les Sainte-Barbe, garde à vous, repos, le drapeau, le drapeau, hein, quelque chose qui est très important. Ok. Et d'autres casernes qui faisaient plus, entre guillemets, à la bonne franquette. Et ben, on se rend compte que maintenant, la plupart des casernes ont souhaité un cadre. Et à chaque fois, ils me disent, oh Pierre, c'était pas mal, hein, ce qu'on a fait, c'est mieux qu'avant. Donc tu vois qu'il y a, qui viennent, même les petites casernes, même les petites casernes, ils veulent, presque maintenant, voilà, ils veulent aussi arriver à mettre un cadre dans leur cérémonie. Et surtout, à chaque fois, je leur parle, je dis, le drapeau, tu veux. Oui, 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 on met le drapeau. Tu vois, je pense que ça revient. Voilà. Et justement, alors, le drapeau, le sens du drapeau. Je pense que les pompiers, on est quand même pas issus des militaires. Au départ, on était on était une garde. C'était quasiment, moi j'ai connu, par exemple, dans mon petit village du Pas-de-Calais, hein, les pompiers, ils avaient un fusil. Il y avait, alors, je sais pas ce qu'ils faisaient avec un fusil, mais il y avait le fusil, hein, parce qu'à l'époque c'était un peu considéré comme une garde, une garde spéciale, donc la garde du maire, parce qu'on parlait aussi que les pompiers c'était bien souvent le rempart du maire, mais chaque caserne de pompiers, à l'époque ça s'appelait des petites subdivisions ou autres, ils avaient un fusil. Alors, est-ce que c'était pour le donner en cas de, pour qu'ils arrivaient à créer quelque chose, mais le fusil existait, donc tu vois bien qu'on avait la défense quand même à l'époque. Pourquoi il y avait un fusil? Moi, le chef de centre me parlait, il l'avait caché et tout. Il me dit, regarde, je te fais voir le fusil, tout. Mais pourquoi on avait ça? Ah, je sais pas. C'était marqué sur la crosse, subdivision des sapeurs-pompiers de Perles-en-Artois. Voilà, donc c'était comme ça. Donc, le sens du drapeau, c'est les valeurs. Nous, je pense que on a une charte, d'ailleurs une charte nationale, hein, qui est affichée dans toutes les casernes, mais on essaye, et à chaque fois, moi, quand je parle à des pompiers, et que des fois, on n'est pas... Les valeurs. J'essaye de leur dire, écoutez les gars, on a des valeurs, on a de belles valeurs, continuons, ne lâchons pas ça, ne lâchons pas. Et justement, donc, la protection de ce drapeau, dans toutes les cérémonies, on a la garde autour du drapeau. Oui. C'est le cœur, là. Oui, c'est ça, la garde au drapeau. Alors, la garde au drapeau, c'est un honneur de porter le drapeau. C'est un honneur. C'est pas n'importe qui porte le drapeau. C'est pas le dernier qui vient d'arriver. Ah non, non, dans chaque caserne, il y a quand même un rituel. Voilà, soit c'est celui qui s'est un peu distingué dans l'année, mais voilà, soit c'est un cadre, voilà, mais c'est quand même le porte-drapeau est quand même, voilà, c'est un honneur. Voilà. Et il faut savoir que depuis 2004, vous voyez, depuis on va dire après les grands feux de 2003 suite à la sécheresse, hein, donc tous les mois de juin, alors une date qui est fixée par le ministère, tu as tous les drapeaux, donc des corps départementaux, donc des départements, donc 100 drapeaux qui défilent sur les Champs-Élysées. Voilà, avec une petite cérémonie sous l'Arc de Triomphe, ravivage de la flamme et autres. Et tous les départements sont présents avec une garde au drapeau. Et voilà, moi j'ai eu l'honneur cette année d'accompagner, hein, j'étais pas, hein, c'était moi l'accompagnant, hein, mon directeur m'a fait cet honneur, j'ai accompagné le drapeau du corps départemental des Hautes-Alpes à Paris, là, au mois de juin. Ouais, ça fait quelque chose. C'est quelque chose, il y a un pincement au cœur, moi, je suis pas revenu. Au départ, c'était oh, faut que j'aille à Paris. Hein, je vais pas tous les jours à Paris. Et puis en fait, je suis revenu super content, super content. Et puis je dois donc la garde au drapeau, elle est constituée par les 3 personnels. On essaye avec mon collègue donc qui commande le sud du département d'essayer de mettre ce que je disais en valeur. C'est-à-dire que les 3 qu'on envoie, c'est parce que ils ont fait des choses dans l'année où voilà, on essaye de choisir la garde vraiment aussi qui pour elle ça sera un honneur, mais aussi nous on veut les remercier. Ouais, vous projetez. Voilà.
on veut les remercier. Voilà. Cette année, par exemple, avec moi, il y avait une jeune de Briançon qui est totalement investie sur la section des jeunes sapeurs-pompiers qui a été créée en 1992 par un jeune lieutenant. Et c'est elle qui actuellement, avec un autre collègue vétéran, hein, ils tiennent la section de Briançon, donc on a voulu lui faire cet honneur. Elle était enchantée, quoi, voilà. Et parce que c'est grâce à elle qu'on passe le flambeau à nos jeunes sapeurs-pompiers, qu'on leur inculque un petit peu nos valeurs dès l'âge de 13 ans. Et justement, ces JSP, là, ces jeunes sapeurs-pompiers, quand on les voit à l'entraînement, il y a une motivation énorme, quoi. Et combien est-ce qu'il va en rester pour après? Alors, on n'est pas déjà un département qui est universitaire. Donc, nos jeunes, on sait qu'une fois le bac fait, ils vont partir. Donc après, ils partent une semaine, des fois un peu plus loin. C'est compliqué de rester pompier volontaire. Ils le restent un petit peu, mais on voit bien. Mais comme ils passent le brevet à 16 ans, et qu'ils peuvent rentrer à 16 ans, jusqu'à 18 à peu près, on a 1 an, 2 ans à les garder. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On leur a amené des valeurs. Et il y a, je retiendrai une anecdote. Il y a donc, on avait fait les 20 ans de la section de Briançon, hein, donc en 2012, les 20 ans de la section de Briançon. Donc, et on avait invité tous les jeunes qui étaient passés donc, depuis donc, ces 20 ans. Et je me rappellerai d'un jeune, donc il était moins jeune là, hein, donc il vient me voir, il était tout content d'être venu exprès pour les 20 ans. Ils avaient fait quelque chose de magnifique. Et je lui dis alors, et toi, qu'est-ce que tu deviens? Oh ben j'habite Paris, je suis ingénieur dans le BTP, dans une. Ah, j'ai dit, ah bon, ok, tu as des enfants? Oh, oui, j'ai 2 enfants. Et il me dit, je vais vous avouer quelque chose. Il ne se passe pas une semaine où, soit dans mes métiers, soit à la maison, je ne repense pas à ce que vous nous avez inculqué. Pas sur Pas techniquement, l'incendie, quoi. le secourisme, sur les valeurs. J'ai été, il m'a un peu estomaqué. Il me dit pas une seule fois. Il me dit, il me reste des choses formidables et c'est dommage que mes enfants, que je puisse pas les mettre aux jeunes sapeurs-pompiers. Parce qu'il n'y a pas là-haut. Voilà. Hein. À Paris, non, alors si, ils ont créé un peu comme nous des sections, mais je sais, je pense quand même que ça doit être, bon, le format est petit, quoi, donc l'entrée doit être compliquée, mais je connais pas. Ils ont créé ça il y a pas longtemps, comme les marins-pompiers ont aussi créé des sections de jeunes. Mais voilà, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir de voir que ce qu'on leur a apporté, ben ça reste, ça reste. Et donc, pour revenir à nos JSP, ben, même s'ils ne restent pas longtemps, c'est pas grave. On leur a amené quelque chose. Voilà. On leur a amené des valeurs, on leur a amené peut-être un peu de rigueur, et on leur a amené aussi ce côté où on essaye vraiment de créer une cohésion de groupe. Moi, j'ai l'habitude de dire, de toute façon, c'est la cohésion du groupe qui nous fait gagner la guerre, entre guillemets, sur un accident, sur un feu. C'est cette cohésion de groupe qui nous fait vraiment réussir nos opérations. Voilà. Et qui se retrouvent aussi dans les activités de la vie classique. Oui, 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 bien sûr. Et tu reprends ce que je te disais tout à l'heure, des hommes et femmes Ordinaire. ordinaires qui, ensemble, réalisent des actions extraordinaires. C'est cette cohésion de groupe. C'est formidable. Alors, on a parlé tout à l'heure des souvenirs les plus difficiles. Alors, à l'inverse, un souvenir heureux, mis à part le voyage à Paris, mais quelque chose qui te marque de façon très positive dans ta carrière de sapeur-pompier. Les choses qui me... euh, Le meilleur souvenir de pompier, quoi. le meilleur souvenir, je vais te dire qu'un pompier puisse avoir, c'est quand il participe à un accouchement. On fait de plus en plus d'accouchements, hein. Par exemple sur l'Embrunet, en l'espace de 2 ou 3 mois,
il y a eu 3 accouchements, mais dans l'ambulance. Parce qu'en fait, les gens n'ont pas le temps, alors, pour diverses raisons. L'accouchement était peut-être programmé, mais bon, les maris emmènent leur compagne, ils s'arrêtent sur le bord de la route, parce que ça Briançon ou Gap, hein, et, la compagne ou l'épouse est en train d'accoucher, et ce sont les pompiers qui interviennent. Alors, on a aussi des infirmières, donc on n'est pas tout seul, mais les gars, quand ils rentrent d'intervention, qui ont fait un accouchement, sont mais alors, aux anges, quoi. Alors, à chaque fois, je leur dis, bon alors, ils vont l'appeler comment? Ton prénom, ton prénom, ton prénom? Ah non, non, c'était prévu, il l'appelle, voilà, ok. Jordan. Et après, voilà, et bien souvent, les gars rentrent, ils sont contents, parce que vraiment, ils sont contents, ils ont participé à un accouchement. Alors, dans nos ambulances, on a les petits pompiers, c'est les petits pompiers en une peluche en pompier. Donc, hop, la tradition, on offre à la maman le petit pompier, ce sera pour en souvenir, voilà. Mais ça fait plaisir. Et encore une fois, quand le pompier rentre, qu'ils ont récupéré une personne d'un arrêt cardio-ventilatoire, la personne était décédée, qu'ils ont réussi, hein, alors, seul ou avec d'autres personnes, parce que j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas les pompiers qu'on sauve, c'est toi qui vas sauver quelqu'un. C'est toi qui vas attaquer les gestes de réanimation, hein, et qui, derrière, arrivent les pompiers, mais tu as attaqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de temps où la personne n'est pas restée. Ben, donc, je dis toujours, c'est pas les pompiers qui sauvent, ce sont les témoins qui vont sauver, mais quand même, quand ils ont contribué à sauver, et puis que la personne va bien, ou qu'elle vienne nous voir. Elle vient nous voir. Voilà, elle nous amène une boîte de chocolat, ce que tu veux. Là. Moi, je sais qu'à chaque fois, j'appelle les gars, essayez de venir. Ça leur fait plaisir, et eux, je sais que ça leur fait plaisir également. Alors, des souvenirs difficiles. Je parle beaucoup. Hein, Oui, c'est un peu le principe de cette série de vidéos. Mais donc, des moments difficiles, des moments heureux. Et quand un gamin qui a une vocation pompier, il pense tout de suite incendie. L'incendie, est-ce que c'est vraiment une activité importante chez les pompiers? Alors là, je vais répondre clairement. Hein. Aujourd'hui, c'est le secours d'urgence aux personnes qui prend 80% de notre temps. Ensuite, l'incendie, et encore, on est dans une zone donc, proche du sud. Donc, l'incendie chez nous, c'est à peu près 10% dans les Hautes-Alpes, parce qu'on intègre, parce qu'on est quand même un climat un peu méditerranéen, donc on intègre nos feux de forêt. Dans d'autres départements, l'incendie, c'est 5-6% de l'activité opérationnelle. Il y a 100 camions qui sortent, donc sur les 100, il n'y en a que 6, c'est le camion incendie. Tout le reste, c'est les ambulances pompiers, et c'est ce que j'appelle les opérations diverses. Hein, tout à l'heure, je parlais d'assèchement de locaux, de nids de guêpes, d'ascenseurs bloqués et compagnie. Mais le feu, les soldats du feu, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est fini. C'est fini. Moi, je crois qu'on est les soldats de l'urgence, ou les soldats de l'urgence. Voilà. Et puis en plus, on a une chance. Tout à l'heure, à l'instant, je te parlais des arrêts cardiaques en disant mais c'est une chaîne, c'est les gens qui sauvent. C'est pour ça qu'il faut que tout le monde soit formé aux gestes de premier secours. Les pompiers arrivent. Dans ce département, on a fait un choix. Nos élus ont fait un choix, c'est de maintenir toutes les casernes de pompiers, quand elles pouvaient être maintenues, dans toutes les zones du département, même dans les petits villages. Et ça aussi, c'est bien. C'est bien, ça permet d'avoir très rapidement quelqu'un qui va venir, deux pompiers peut-être, qui vont arriver avec le sac premier secours, avec le défibrillateur, pour aider la personne. Parce que justement, dans le département, c'est très étendu. Et d'ailleurs, quand on appelle les pompiers, on est toujours pressé de les voir arriver. Et on trouve toujours que ça ne va pas assez vite. Alors, oui, c'est vrai. Alors, là encore, ce que je veux dire, c'est peut-être pas... J'avais appris que, en fait, quand tu es personnellement concerné par un événement, que c'est de la famille, tu multiplies le temps par 3. C'est-à-dire que si le temps que vous savez, tu déclenches à Gap, ça va très vite, mais les gars, il faut qu'ils regagnent la caserne, qu'ils s'habillent, qu'ils partent en intervention. Donc, il faut être clair que on est quand même, hormis Gap et Briançon, ce sont que des pompiers volontaires, donc qui ne sont pas à la caserne, donc il faut que les gens ils sont sur le lieu de travail, à domicile, mais ils regagnent la caserne, ils s'habillent, donc ça met du temps. Donc, si tu es personnellement concerné, tu multiplies par 3 ton temps. Si les pompiers mettent 10 minutes déjà à arriver à la caserne, allez, le temps d'arriver sur les lieux, ça fait 15 minutes, 45 minutes. Oh,
sapeur-pompier, il y a un temps, 45 minutes. Et si tu es témoin, mais sans être forcément très concerné, un témoin, là, on multiplie par 2 le temps. Quand même Et, par deux. Ouais. ouais, et j'ai souvent calculé. Calculé en me disant, bah, tiens, je ne dois pas être trop. Parce que je discute avec des gens. Ah, mis du temps, hein, M. Collier. Alors, comme nous, tout est informatisé, hein, on sait à quelle heure on a décroché le téléphone, à quelle heure on l'a raccroché, à quelle heure les gens étaient bipés, à quelle heure le camion il part, à la minute, à la seconde près. Ça, maintenant, c'est informatisé. Alors, je dis, ah bon, d'après vous, combien de temps on a mis? Oh, vous avez au moins mis une demi-heure. Ah, bon, ben non, regardez, mais bon, les gens restent là-dedans, restent là-dedans. Hein, une demi-heure, ben non, ça faisait que 15 minutes, mais voilà, il y a des délais qui sont pour nous incompressibles. Les gens, il faut qu'ils regagnent les casernes. Genre Cap, eux, ils ont une garde totalement avec des gens en caserne. Mais, encore une fois, si cette garde est partie en intervention, on retombe sur un système qui est dans toutes les autres casernes. Briançon, il y a une garde la journée, et la nuit, c'est que des volontaires, comme à Serre-Chevalier, comme à Savines-le-Lac. Voilà, les gens arrivent de toute la ville de Briançon, s'habillent, partent en intervention. Ça, c'est une organisation qui est départementale, qui, alors, vu de ma fenêtre, je reste persuadé que c'est une très bonne solution. Les volontaires sont impliqués, tout. C'est pas le tout de dire on met des gens en caserne, mais quand ils sont partis, la personne qui est derrière, il n'y a plus personne. Bah, il faut attendre, voilà. Alors on dit souvent qu'on a une organisation en France, avec la base des volontaires, qui est assez différente d'autres pays voisins, comme par exemple l'Italie. Alors bon, il y a parfois des opérations conjointes entre des sapeurs-pompiers français et italiens. Ça donne l'occasion de se rendre compte des changements, des différences d'organisation ou pas? Ah oui, 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 bon, on est quand même très proches. C'est vrai qu'on travaille beaucoup en transfrontalier avec eux. Pour les JO de Turin, on avait signé, donc, euh, les ministres avaient signé, donc français et italiens, un arrangement, hein, pour éventuellement les aider. Ben, en fait, c'est différent. Les pompiers italiens, c'est simple, hein. Ils ne font le feu, les secours routiers, découper les voitures, voilà, tout ce qui est sanitaire, c'est fait par la Croix-Rouge, la Croce Rossa, voilà, qui est un peu organisée, un peu à l'image de nos volontaires, avec des postes. À Bardonnay, vous avez une ambulance de Croix-Rouge, vous en avez une à Oults, voilà. Et après, il y a l'hélicoptère sanitaire qui peut venir de Turin. Ça, c'est l'organisation italienne. Nous, on a en France, on fait tout depuis de nombreuses années, hein. Ça fait au moins, je crois que les pompiers ont commencé à faire du secours parce qu'il y avait un manque dans les années 60, 1960 à peu près. Moi, je sais que par exemple, dans mon petit village, ils ont eu l'ambulance en 1972. Quand mon père est rentré aux pompiers, c'était le tout début qu'il était rentré, ils ont eu l'ambulance. Je voyais mon père, et ça, le soir, quand moi je faisais mes devoirs, mon père, lui, était là sur ses cours de secourisme, à réviser ses cours de secourisme. Ouais, il révisait. Ma mère rigolait, elle dit, tiens, voilà. Mais bon, lui, il apprenait pour sauver. Voilà. Et il a fait, ouais, mon papa a fait beaucoup. Comme il était artisan, et ils n'étaient pas beaucoup la journée, c'était toujours lui qui était appelé parce qu'il y avait la sirène, elle sonnait, hop, il prenait son vélo, il enfourchait le vélo, il partait, et voilà. C'est lui qui m'a donné le goût, qui m'a dit non, non, je vais faire pompier. Alors, justement, on revient, on boucle la boucle entre le jeune avant 16 ans qui, avec sa petite voix d'enfant, répond à la radio et au téléphone, et aujourd'hui, il y a quelques années de la retraite, avec 5 barrettes sur l'uniforme. Cette progression de carrière, bon, je ne pense pas que tu l'avais programmé complètement. Aujourd'hui, comment tu le ressens? Comment tu le vois? Alors, je ne sais pas si j'ai fait tout bien dans ce département, hein, dans le cadre de mes fonctions, mais j'ai essayé de bien le faire. J'ai essayé de faire au mieux. J'ai essayé de. Moi, je devrais pas, je suis pas très prétentieux, mais il y a une chose que je suis content, c'est ce que j'ai toujours mis depuis que je suis sapeur-pompier professionnel, j'ai toujours mis l'humain en premier. J'ai toujours mis l'humain, et ça m'a, voilà, j'ai toujours mis l'humain. Donc,
Des fois, on peut aussi, en faisant de l'humain, ça peut être compliqué, c'est de plus en plus compliqué. Mais voilà, voilà j'aurais pu partir, faire, voilà, aller autre part. Les événements, vous savez, la vie personnelle, des fois, fait que hop, non, je reste parce que vous trouvez l'amour. Voilà, C'est ça. et puis que votre conjointe, elle veut pas partir. Elle veut pas partir. Elle dit, ah non, bon, voilà. Et puis, mais il n'y a pas qu'elle. Hein, j'ai ma conjointe, mais je, j'y suis bien dans ce département. Alors Donc, tu disais, je suis pas montagnard, hein, je suis un ch'ti, mais qu'est-ce qu'on a un chouette département, il est beau et les gens sont attachants. Et les gens sont attachants. Voilà. donc, Alors, ouais, est-ce que c'est ma personnalité qui fait que, mais ils sont vraiment très attachants. donc, ce qui veut dire qu'à l'âge de la retraite, tu repars pas dans Non. le Nord. Ah non, 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 non. Et tu te mets au ski, à Oui, l'escalade. oui, à tout. Là, je vais avoir le temps. Hein. J'ai déjà des copains qui m'ont dit, Pierrot, là, tu vas pas nous, tu seras à la retraite, tu auras le temps parce que j'ai jamais le temps de rien, parce que c'est vrai que je suis peut-être un peu trop boulot, 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 pompier, pompier, pompier. Et puis des fois, ça mène un peu à des excès quand vous êtes trop, trop, trop. Mais voilà, je le redis, qu'est-ce qu'on a des gens attachants, on a des chouettes pompiers volontaires. Et professionnels, hein, qui ont l'esprit volontaire. Mais vous savez, des fois, je remonte dans mon petit village. Quand je remonte dans mon petit village, eux, ils ont pris un système. Ils sont, je compare souvent, ils sont 8 ou 9 pompiers professionnels pour faire une activité opérationnelle à 800, 900 centimes, mais c'est la conception même du département, où il n'y a plus du tout. Je rentre là-bas, je rentre dans la caserne, je connais personne, je connais plus personne. Bon, déjà, le temps a fait que les gens sont Oui, partis en retraite, mais en fait, vous avez des gens qui arrivent de tout, du secteur, ils ne sont pas du tout attachés. Ici, nos volontaires, ce sont des villageois. Hein, à Savines, ils habitent tous Savines. À Embrun, ils habitent tous Embrun ou Baraquet, mais ils habitent. Voilà. Là, dans cette organisation-là, ça vient de tout. 20 bornes à 30 bornes, ils viennent prendre une garde. C'est ouais. notre organisation. Mais en prenant la garde, il y a, Oui. c'est pas leur caserne. Tu parlais de cohésion tout à Voilà, l'heure. compliqué, Ouais, c'est compliqué. plus La cohésion, il faut la faire le matin, il faut que vous êtes là, comme il y a des professionnels, bon, ils organisent, mais il n'y a pas de cohésion. Et des fois, je remets mes anciens collègues, bon, c'est une conception. Après, encore une fois, le Pas-de-Calais, il y a 1 500 000 habitants, ils se sont organisés de cette façon-là parce qu'il y a sûrement eu des demandes. Nous, on a, je te le dis, une chouette organisation. Ah, une chouette organisation. Notre volontariat a vraiment, il a encore de l'avenir. Il y a encore de l'avenir. Moi, je fais confiance, et on le voit sur les gros événements. On le voit dès qu'il y a une. Je parlais tout à l'heure des inondations de 2023 dans le Guiers 3. On n'a jamais manqué de personnel. Parce que ce sont même les employeurs qui libéraient les gars. Quand il y a eu les grands feux de l'Argentière en 2003, les gars arrivaient, on m'appelait en me disant, il y a mon patron il m'a foutu dehors, il m'a dit qu'il fallait que j'aille au feu. Bon, viens alors, viens. Vous voyez, tu vois, il y a cet esprit-là. Je me, quelque chose qui m'avait marqué, je redis, sur les feux de l'Argentière et des Vigneaux, hein, quasiment, pendant 1 mois et demi, on était de longue. Puis il y a une journée, j'aurais dit, écoutez, je vais souffler un peu, hein, il fallait que je fasse un peu mes courses, tout ça. J'arrive au supermarché, en civil, bien sûr, et d'un seul coup, je ne sais pas si quelqu'un m'avait repéré, il arrive le directeur qui me dit, Monsieur Collier, on a fait une cagnotte. J'ai une cagnotte. Ah oui, oui, pour les pompiers et tout, là-bas, puis je peux vous assurer que les gens, ils donnent. Ouais, mais une cagnotte. Ah non, non. Donc, à la fin, je lui ai dit, écoutez, monsieur, je ne sais pas combien de temps vous allez la faire, mais après, je vais vous donner l'adresse. Tout l'argent que vous avez, envoyez-le à l'œuvre des pupilles orphelins des sapeurs-pompiers. Parce que là aussi, c'est une assoce qui s'occupe de tous nos orphelins, qui est génial. Mais ça te donne quand même, voilà, les gens, ça, tu ne le vois pas. Quand je raconte ça à des collègues, tu ne le vois pas. Voilà. Quand moi je raconte, quand mes collègues m'appellent en disant, alors, tu pars quand en retraite? J'écoute, pour l'instant, j'ai pas envie. Et que je leur parle de ce que je fais dans ce département, comment mes directeurs me font confiance et compagnie. Et les gars, mes collègues me raccrochent en me disant,
ça a dû être chouette ce que tu as fait. Parce que on est encore à taille humaine. On peut discuter et on peut amener des idées. Moi, voilà, des idées. Voilà, si je les ai pas, il y a quelqu'un qui m'en donne et il me dit tiens, ah bah attends, bouge pas, je vais la récupérer, elle est pas mal, je vais en parler et puis après je reviens, je dis banco, allez, vas-y, on lance l'idée. Voilà, il y a des choses dans d'autres, encore une fois, dans d'autres structures plus grosses, des grosses 10. Je sais pas si je m'y serais fait, peut-être, hein, on se fait à tout, hein, mais là c'est vraiment très très bien. Donc, tu ne regrettes pas du tout d'avoir choisi la montagne. Non, pas du tout. Je regrette pas d'avoir choisi les Hautes-Alpes et je regrette pas du tout. Et que les gens ils se rassurent, hein, euh, ils seront bien secourus. Voilà. Et on l'a encore vu la semaine dernière hein, sur un gros secours routier à la sortie de Savines-le-Lac, un dimanche après-midi, 40 volontaires qui étaient sur place. C'était une organisation millimétrée. C'était tu n'entendais pas de bruit, chacun savait ce qu'il avait à faire, hein, parce qu'il y avait deux désincarcérations sur deux véhicules différents. C'était, voilà, ils ont cette pêche, ils ont cette niaque, ils ont cette envie de bien faire. Alors, tu disais tout de suite, tu es boulot. Qu'est-ce que tu as comme loisir quand même? Ah, si ma femme m'écoutait. Déjà, on va faire de la marche avec mon épouse, elle veut vraiment qu'on va. Et après, des fois, on part des week-ends et on adore visiter les vieux villages. Alors, moi, je suis passionné de vieux villages. Dès que je trouve un truc, je dis, ah, on va aller dans ce village-là visiter. Alors, des fois, il faut le trouver, mais et on fait le tour du village, tout. Ça nous plaît bien. J'aime bien les vieux villages d'autrefois. On va se balader. Après, alors, je fais pas de ski. C'est pas que j'aime pas le monde. Ah oui, oui, oui. Alors, j'aime pas le monde parce que je suis toute la semaine bien occupé. Le week-end, je vais alors le ski de fond un peu, la raquette, voilà, là, tu fais un peu où tu vas où tu veux. Voilà. Mais alors, Allez, ski en station, non. ah non, il y a trop de monde. Voilà, il y a trop de monde. Ouais, il faut y aller. Au début de saison, fin de saison, j'ai déjà des collègues qui m'ont dit ah, quand est-ce que tu viens et tout. Ouais, quand il y aura moins de monde. Voilà, parce que. Voilà. Et comme il y en a de plus en plus Oui. de monde. Et tant mieux pour les stations, parce que ce sont elles qui nous feront vivre aussi. Alors, on va bientôt arriver au moment où on va poser une question au suivant, mais avant, j'aimerais que tu me répondes à une question que je ne t'ai pas posée. Qu'est-ce que tu aurais envie d'ajouter à ce qu'on a pu échanger, qui te tient particulièrement à cœur? Ah oui, je vais rajouter, parce que je t'ai parlé il y a 2 minutes de ma femme, je t'ai parlé que la passion amenait à des excès. En tout cas, moi je suis très très fier d'elle, de ma femme. Je suis très très fier de mon fils. Mon fils qui est pompier volontaire, qui à un moment de la vie, il voulait pas entendre parler hein, de pompier volontaire. Et puis après un jour, il est venu me voir me dire papa, je veux faire comment on fait une lettre de motivation. Je dis pourquoi? Je veux rentrer au JSP. Je dis attention, tu rentres pas pour me faire plaisir. Il est rentré et là, il est rentré donc dans un IUT pour espérer passer le concours d'officier. Donc je suis très fier. Je peux pas dire que je suis pas fier. Je suis très fier de mon épouse, de ce qu'elle fait, parce que mon épouse fait, elle est autant passionnée que moi dans son métier. Et quand on est infirmière, dans un service assez important, c'est chouette quand on me dit ton épouse, elle est infirmière. Voilà, je voulais ce clin d'œil pour ma famille. Et voilà, mon papa, je t'en ai parlé tout à l'heure, hein, qui est décédé, mais qui m'a donné aussi le virus. Mais j'ai plein de gens qui font que je peux être fier de ce qu'ils font eux. Peut-être que moi, de ce que j'ai fait, encore une fois, c'est pas être prétentieux, je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait. Qu'est-ce que c'est chouette. Alors, maintenant, on pose une question pour le prochain ou la prochaine. Qu'est-ce que tu auras envie de lui demander? Je pense... Alors, tu t'adresses directement à cette personne. Alors, je pense qu'on n'est pas très très bon en communication. Il faudrait qu'on embauche Michel hein, pour nous donner un coup de main, mais moi je voudrais savoir un petit peu si tu connais le mode d'organisation de notre SDIS. Voilà, du SDIS des Hautes-Alpes, hein, le service départemental d'incendie et de secours, son mode d'organisation. Allez,
tant qu'à faire, on fait un quiz. Combien il y a de pompiers professionnels? Combien il y a de volontaires? À la louche, hein. Et parce que je pense que là, quand on discute avec des gens, Michel, ça m'est déjà arrivé, hein, sur Embrun, de discuter. J'ai pris une dame au hasard qui passait parce que je parlais avec un collègue. Je dis tiens, bonjour madame, j'étais en tenue, heureusement, là, sinon, je discutais, ah, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez combien il y a de pompiers professionnels à la caserne d'Embrun? La dame m'a regardé, bon, non, je sais pas, elle dit, peut-être une petite dizaine. Voilà, vous voyez, tu vois qu'à Embrun, il y a un pompier professionnel. Et donc, c'est là que je dis qu'on pense. Les gens pensent tous qu'il y a du monde en caserne. Moi, j'ai des chefs de caserne, des fois, ils me disent oh, ben, les gens ils croient que je suis professionnel parce qu'ils les voient en tenue, on nous voit en tenue. Donc, voilà. Donc, Tenue voilà la égale question. professionnel. Est-ce que cette question, toi, Michel, te convient? Tout à fait. Voilà. Eh ben, bonne chance. Je la transmettrai. Voilà, bonne chance. Hein, et puis, éventuellement, on se rappelle. Eh bien, Pierre, merci de m'avoir reçu à Savines-le-Lac. Voilà. Et puis, bonne continuation dans Merci cette beaucoup. passion. Et merci pour, voilà, là aussi, c'est un très grand honneur pour moi de t'avoir reçu parce que je ne pensais pas que je méritais autant. Eh ben, moi, c'était un plaisir de passer un moment avec toi. Merci.